Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. Alors, imaginez un peu la scène, hein. Un foyer pour ados. Et là, en moyenne, 3, 4, voire 5 crises par semaine. C'est C'est énorme. c'est énorme, oui. Et pour un éducateur, surtout un jeune éducateur qui débute, ça peut être vraiment déstabilisant. On imagine bien le sentiment d'être dépassé, quoi. Complètement. Et c'est justement ce défi-là qu'aborde le document qu'on va regarder de plus près aujourd'hui. C'est un guide pratique pour les professionnels de la protection de l'enfance, vraiment axé sur comment gérer ces moments de crise. Oui. Et l'idée forte, l'invitation centrale, elle est quand même assez radicale. Changer complètement notre regard sur ces situations qu'on voit souvent comme des échecs. Sans doute le point de départ le plus important du guide. L'idée maîtresse, c'est vraiment de voir la crise non pas comme une défaillance, que ce soit du jeune ou de l'accompagnement, mais plutôt comme un langage. Un langage. Oui, une tentative de communiquer quand les mots, ils manquent ou qui suffisent plus pour dire une souffrance, une peur, un besoin. C'est un peu comme une fenêtre qui s'ouvre, en fait. Une opportunité de comprendre ce qui se joue vraiment en profondeur. D'accord. L'exemple qu'il donne, celui de Malik, 15 ans, il est très parlant, je trouve. Oui. Qu'est-ce qui se passait avec lui? En gros, il avait des explosions de colère récurrentes, assez violentes, juste quand on lui demandait de ranger sa chambre. Ça semblait totalement disproportionné, quoi. Mais en creusant un peu, l'équipe a fini par comprendre que c'était lié à un traumatisme d'enfance. Les déménagements hyper brutaux répétés à chaque fois que les services sociaux intervenaient en urgence. Et donc ranger et trier ses affaires, ça ravivait inconsciemment l'angoisse de ces moments d'arrachement. La crise, c'était le symptôme visible d'une blessure bien plus ancienne. Ah oui, là, ça change tout, effectivement. Passer de « il fait une crise » à se demander « ok, mais qu'est-ce que cette crise essaie de me dire ?» Exactement. Donc, notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est d'explorer comment ce guide propose de décoder ce langage, comprendre la mécanique de la crise, apprendre à lire les signes avant même que ça n'explose. Les signes avant-coureurs, oui. Voilà. Maîtriser des techniques pour désamorcer, pour faire baisser la tension, et surtout voir comment on peut transformer l'après-crise en quelque chose d'utile en apprentissage. Plongeons dans ce sujet, qui est quand même complexe. Allons, oui. Pour commencer à comprendre ce qui se trame, le guide utilise une métaphore assez simple, mais je trouve très efficace, celle du verre d'eau. Le verre qui déborde. Oui, elle est très parlante, celle-là. Chaque petite contrariété, chaque frustration qui n'est pas dite, chaque émotion difficile qui n'est pas gérée, c'est une goutte d'eau qui s'ajoute dans le verre. Le jeune, il a souvent pas les outils pour exprimer tout ça, pour réguler. C'est ça. Alors, le niveau monte, inexorablement, jusqu'au moment où la petite goutte de trop, le truc parfois anodin, le déclencheur, Fait tout déborder. voilà. Et la crise, c'est ça, c'est ce débordement spectaculaire. Et ce qui est vraiment fondamental à piger ici, c'est que ce débordement, c'est pas un acte volontaire calculé. Il y a une dimension neurologique qui est cruciale et le document l'explique bien. En pleine crise, c'est le cerveau émotionnel, l'amygdale, le système limbique qui prend les commandes, littéralement. Ah oui, oui. Oui, il court-circuite le cortex préfrontal, qui est le siège de la raison, de la planification, du contrôle. Le jeune, il est en mode survie émotionnelle. Son cerveau reptilien réagit comme s'il y avait un danger immédiat, vital. D'accord. C'est donc pour ça que tenter de raisonner quelqu'un en pleine crise, non seulement ça marche pas, mais ça peut même envenimer les choses. Parce qu'on s'adresse à une partie du cerveau qui est offline en quelque sorte. C'est exactement ça. Offline ou qui ne parle plus la même langue à ce moment-là. Pour aider à se représenter ce processus, le guide identifie classiquement 5 phases. Bon, c'est un modèle, c'est pas toujours aussi linéaire dans la réalité. Ok, lesquels? D'abord, l'accumulation progressive de l'attention. Ensuite, le déclencheur, ce fameux petit événement qui met le feu aux poudres. Puis l'explosion, la perte de contrôle visible. Après ça, l'épuisement, la crise consomme énormément d'énergie. Et enfin, la phase de récupération, où le calme revient peu à peu et où, là, un échange constructif redevient possible. Comprendre ces phases, ça aide à savoir quand et comment intervenir, ou ne pas intervenir d'ailleurs. Cette histoire de verre qui déborde, ça peut arriver à tout le monde, mais le guide insiste quand même sur des facteurs spécifiques pour les jeunes en protection de l'enfance, n'est-ce pas? Le mot trauma revient souvent. Ah oui, absolument. Le vécu traumatique, c'est un terreau très fertile pour l'hyperréactivité au stress. Beaucoup de ces jeunes ont un système d'alerte interne qui est complètement déréglé parce qu'ils ont vécu la violence, la négligence, l'abandon. Mhm.
L'exemple de Léa, 14 ans, il est frappant. Elle entre en crise dès qu'un homme élève la voix, même s'il ne lui parle pas à elle, même si c'est pas dirigé contre elle. Son cerveau ne fait pas la différence, il réactive la peur panique qu'elle associe à son père violent. La réaction est totalement démesurée par rapport à la situation présente parce qu'elle est connectée au passé. C'est fou de voir à quel point la réaction peut être déconnectée du présent. C'est vertigineux même. Et au-delà du trauma direct, il y a cette idée aussi que la colère, parfois, elle cache autre chose, d'autres émotions. Oui, tout à fait. La colère, c'est souvent une émotion de surface. Elle est parfois plus facile à exprimer ou socialement plus acceptable, surtout chez les garçons, que la peur qui est juste en dessous. Peur de l'abandon, peur du rejet, peur de ne pas être à la hauteur, peur de la relation elle-même, de l'intimité. D'accord. Du coup, l'agressivité, ça devient une sorte de bouclier. Certains jeunes vont même jusqu'à saboter inconsciemment des moments positifs parce qu'ils ont peur que ça ne dure pas. La crise arrive alors comme pour confirmer leur croyance que de toute façon, rien de bon ne peut leur arriver. C'est tragique, mais c'est un mécanisme de défense. Et puis, il y a cette dimension du test. Le jeune qui pousse l'adulte, qu'il cherche, qui va loin. Le guide dit que c'est une recherche de fiabilité. Comment on fait pour comprendre ça sans le prendre pour soi, en tant qu'éducateur? Ça doit être difficile. Ah oui, c'est un des aspects les plus difficiles, mais c'est aussi crucial à saisir. Le jeune, avec son histoire, il a souvent appris que les adultes, ils ne sont pas fiables. Ils partent, ils craquent, ils rejettent. Alors provoquer l'adulte, le pousser à bout, c'est une manière, souvent inconsciente, de vérifier. Est-ce que celui-là, il va tenir le coup? Est-ce qu'il va résister à ma violence, à ma part d'ombre? Est-ce que le cadre qu'il pose, il est vraiment solide? C'est une quête de sécurité paradoxale, en fait. Exactement. Le témoignage de David, cet éducateur qui réalise que le jeune testait sa capacité à survivre à sa violence, il est très fort pour ça, réussir à ne pas prendre ses attaques personnelles, mais à les lire comme un appel au secours, un besoin désespéré de sécurité, de permanence, c'est vraiment un changement de posture essentiel. Ça ne veut pas dire tout accepter, bien sûr, mais comprendre le sens caché de l'attaque. D'accord. Donc, si on récapitule cette première partie, comprendre la crise comme un message, saisir la mécanique émotionnelle, neuro, REM, identifier les racines dans le trauma ou la peur, décoder les tests. Tout ça, au fond, ça permet de dédramatiser un peu. Oui, dédramatiser, c'est le mot juste. Pas minimiser la souffrance ou l'impact, mais sortir de cette logique de faute, d'échec personnel ou institutionnel. Chaque crise devient une source d'infos, en fait, précieuse, sur les vulnérabilités du jeune, ses déclencheurs, mais aussi sur ses tentatives, même très maladroites, d'exprimer quelque chose. Voire même. Paradoxalement, une augmentation temporaire des crises, ça peut même vouloir dire que le jeune commence à se sentir assez en sécurité pour enfin laisser sortir tout ce qu'il a contenu pendant des années. C'est contre-intuitif, mais ça arrive. Une fois qu'on a posé cette compréhension, l'étape logique, c'est d'essayer d'agir avant que ça explose. Le guide met beaucoup l'accent sur repérer les signaux faibles. Mais comment on fait la différence entre un vrai signal faible et juste un coup de mou ou une mauvaise humeur passagère? Ah, c'est tout l'art de l'observation fine. Ça s'apprend avec l'expérience et surtout en connaissant bien le jeune. Le guide suggère d'être très attentif aux changements par rapport à son comportement habituel. Des exemples? Un jeune qui est d'habitude super bavard et qui soudain devient mutique, le regard fuyant. Ou l'inverse, une agitation motrice qui n'est pas son habitude. Il tient pas en place, il tapote des doigts sur la table, il déambule sans but apparent, il tripote nerveusement un stylo, ses clés. Ça, ce sont des indicateurs que la tension interne est en train de monter. Le document parle aussi d'isolement stratégique, c'est ça? Oui, le jeune qui va s'enfermer dans sa chambre ou chercher un coin tranquille. Là, il faut essayer d'évaluer, est-ce que c'est un besoin légitime de se mettre au calme pour essayer de se réguler tout seul? On parle d'isolement ressources. Ou est-ce que c'est un repli qui risque de précéder une explosion ou même une mise en danger, l'isolement de crise? La nuance est hyper importante. Pas toujours facile à faire, j'imagine. Non, c'est sûr. Il y a aussi l'escalade dans la provocation, les remarques de plus en plus limites, les défis verbaux, on sent que le jeune cherche une réaction, cherche la limite claire. C'est aussi un signe que la pression monte. Et puis, il y a le corps. Le corps qui parle, même quand le jeune ne dit rien. Le guide insiste là-dessus, sur les signaux physiologiques. Oui, tout à fait. Le corps, il ne ment pas souvent. Une respiration qui s'accélère, qui devient plus haute, dans la poitrine, plus saccadée. Le teint qui change. Une pâleur soudaine ou au contraire une rougeur. La mâchoire qui se serre, les poings qui se crispent, même discrètement sous la table.
les muscles qui se tendent. Être attentif à ces micro-signaux corporels, c'est un peu comme lire un baromètre émotionnel. Et le guide propose des outils pour ça. Oui, il propose même des petites grilles d'observation pour aider les équipes à systématiser un peu ce repérage, à partager les observations. D'accord. Donc, repérer ces signaux tôt, ça ouvre ce que le guide appelle une fenêtre d'opportunité. Un moment où le cerveau rationnel n'est pas encore complètement parti en vacances. C'est ça. Oui. Mais comment on intervient à ce moment-là, sans justement mettre le feu aux poudres? Le guide met en garde contre certaines interventions trop directes apparemment. Oui, c'est un point délicat, mais vraiment crucial. Si on arrive bille en tête avec un «bon, je vois bien que ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe?», ça peut être vécu comme une intrusion, et paf, ça précipite la crise qu'on voulait éviter. Alors, on fait quoi? L'intervention précoce, la plus efficace, souvent, elle est indirecte, non confrontante. Il s'agit d'offrir une sorte de porte de sortie à l'attention, une possibilité de régulation. Concrètement, ça peut être quoi, par exemple? Par exemple, proposer une diversion simple. Tiens, tu pourrais venir m'aider à mettre la table, et si on allait faire quelques paniers de basket dehors pour se changer les idées? Ou alors, suggérer une activité qu'on sait apaisante pour ce jeune-là. Le coin calme et libre si tu veux prendre tes écouteurs avec ta musique, ou même simplement signifier sa présence bienveillante sans insister. Je suis là si tu as besoin de quelque chose. C'est une offre, une perche tendue, jamais une injonction. L'idée, c'est de court-circuiter la montée en pression avant qu'elle n'atteigne le point de non-retour. Mais bon, admettons que malgré tout, la tension monte, la crise arrive. Quelles sont les techniques de désescalade recommandées? On parle beaucoup de la posture de l'adulte, du langage. Oui, parce que notre propre comportement, notre propre état interne, ça a un impact direct sur l'intensité et la durée de la crise. C'est la co-régulation. D'abord, le non-verbal. La posture physique, c'est essentiel. C'est-à-dire que Garder une distance de sécurité respectueuse, le guide parle d'1,50 m, 2 mètres environ, ni trop près, ce qui est intrusif, ni trop loin, ce qui peut être vécu comme de l'abandon. Adopter une posture ouverte, détendue, pas les bras croisés par exemple. Les mains visibles, plutôt basses. Idéalement, se positionner légèrement de côté, de biais, plutôt que face à face, c'est moins confrontant. et éviter certains gestes, j'imagine. Absolument. Éviter de pointer du doigt, de fixer intensément dans les yeux, de dominer physiquement si le jeune est assis, on s'assoit ou on s'accroupit. Se mettre à sa hauteur, c'est un très bon réflexe. D'accord pour le corps. Et pour les mots? Hum. La tentation, c'est souvent de parler beaucoup, d'argumenter, de calmer. Mais le guide dit « moins c'est mieux ». Oui, absolument. En état de stress intense, la capacité à traiter l'information, surtout verbale et complexe, elle diminue énormément. Donc il faut utiliser des phrases très courtes, maximum 7 à 10 mots, dit le guide, simple, clair, et le ton de voix est primordial, calme, posé, plutôt bas, sans charge émotionnelle excessive. C'est un vrai défi, de maîtriser sa propre réactivité quand on est face à une explosion. J'imagine bien. Le guide donne même des exemples de reformulation pour éviter les phrases un peu pièges, comme le fameux « calme-toi », qui, on le sait tous, ne marche jamais. Ah oui, le calme-toi, c'est le contre-exemple parfait. C'est une injonction paradoxale. On demande à quelqu'un qui a perdu le contrôle de le reprendre sur commande. C'est inefficace et souvent ça énerve encore plus. Alors, on dit quoi à la place? Le guide suggère des alternatives qui valident l'émotion sans la juger. Je vois que c'est très difficile pour toi là. Prends ton temps. Essaye de respirer. De même, éviter les questions en pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Qui demandent une analyse impossible sur le moment et qui sonnent souvent comme un reproche. Préférez des formulations plus empathiques. Ça a l'air vraiment dur ce que tu vis en ce moment. L'objectif, c'est de montrer qu'on entend la détresse qui s'exprime, même maladroitement, derrière le comportement. Donc, on voit bien l'importance du calme de l'adulte, de sa posture, des mots choisis. L'approche mentionne aussi le rôle des rituels de pause, comme proposer un espace de retrait. Oui, proposer au jeune d'aller se retirer dans un endroit calme, sa chambre si c'est possible, et sécure, ou un espace zen, s'il y en a un dans la structure, ça peut être une bonne stratégie. Mais la condition, c'est que ce soit vraiment présenté comme une aide, une ressource pour l'aider à se calmer lui-même, et surtout pas comme une punition ou un isolement forcé. La nuance est essentielle. Et le travail d'équipe dans tout ça, j'imagine que c'est fondamental. Ah oui, fondamental. D'abord, la cohérence de l'équipe éducative. Pour le jeune, savoir que les règles, les limites, les réactions des adultes sont prévisibles, stables, c'est très rassurant. Ça structure. Et puis, en pleine crise, savoir qu'on peut passer le relais à un collègue si on sent qu'on arrive à bout ou si la relation avec ce jeune-là est trop tendue à ce moment précis, ce n'est pas du tout un signe de faiblesse. Au contraire.
C'est une stratégie intelligente pour protéger la relation à long terme et assurer la sécurité de tout le monde. D'accord. Parfois, cette tempête intérieure, elle ne mène pas à une explosion sur place, mais à une rupture physique. La fuite, la fugue. Le guide aborde aussi ce cas particulier en la voyant aussi comme une forme de communication. Tout à fait. La fugue, elle n'est pas vue comme un simple caprice ou un acte de délinquance, mais vraiment comme une autre manifestation de crise, un message à décoder. Le document distingue rapidement plusieurs types possibles, même si c'est souvent mélangé. La fugue-fuite, pour échapper à une situation vécue comme insupportable. La fugue-quête, à la recherche de quelqu'un, d'un lieu idéalisé. La fugue-test, pour vérifier si on tient à lui, si on va s'inquiéter, le chercher. Ou encore la fugue-symptôme, qui exprime un mal-être profond, parfois même lié à des idées noires. Comprendre la fonction de la fugue, c'est essentiel pour pouvoir y répondre de manière ajustée. Et ce qui semble vraiment déterminant, d'après le guide, c'est l'accueil du jeune à son retour. Il y a une insistance énorme là-dessus, sur cette idée de sécuriser sans juger. C'est un idéal puissant, mais comment on gère sa propre inquiétude, sa frustration ou sa colère peut-être en tant qu'adulte à ce moment-là? C'est sans doute un des moments les plus délicats et les plus contre-intuitifs pour les professionnels, oui. L'inquiétude a été énorme, parfois la colère aussi, face aux risques pris par le jeune. Pourtant, la priorité absolue au retour, selon cette approche, ça doit être de restaurer le sentiment de sécurité et surtout le lien. Concrètement, ça se passe comment? Le jeune, il s'attend souvent à se faire incendier, à être puni. L'accueil recommandé, il commence par exprimer son soulagement de le voir sain et sauf. On était vraiment inquiet pour toi, on est soulagé de te revoir. Ensuite, répondre aux besoins primaires, sans poser de questions sur la fugue elle-même. Proposer à boire, à manger, une douche, du repos. La discussion sur les raisons, les conséquences de la fugue, elle doit être différée. Reportée à un moment où le jeune sera physiquement et émotionnellement plus disponible. Et à l'inverse, quels sont les mauvais réflexes à éviter à tout prix? La morale immédiate, tu te rends compte de ce que tu nous as fait vivre. La fouille systématique, qui est souvent vécue comme très humiliante, l'isolement punitif, qui ne fait que renforcer le sentiment de rejet, ou la suppression brutale de tous les droits et privilèges qui coupent les ponts relationnels. Ces réactions, même si elles sont humainement compréhensibles, elles risquent surtout de renforcer le comportement de fugue. Le jeune se dit « de toute façon, personne ne me comprend ici » et de le décourager de revenir la prochaine fois, ce qui l'expose à encore plus de dangers. L'objectif n'est donc pas de punir la fugue. Non, l'objectif, c'est de comprendre ce qu'elle signifie, de travailler sur les causes profondes et surtout de maintenir une relation de confiance qui permettra peut-être d'éviter la prochaine. D'accord. Une fois que la crise est passée, que ce soit une explosion sur place ou une fugue, vient le temps de l'analyse, de l'apprentissage. Le guide soulève un point un peu technique mais important, la manière de documenter ce qui s'est passé. L'accent est mis sur la factualité, c'est ça? Oui, la rigueur dans la rédaction des écrits professionnels, les fiches d'incident, les notes d'observation, c'est capital. Parce que le risque est grand de laisser transparaître nos propres émotions, nos interprétations, nos jugements. Le guide donne un exemple très parlant. Il compare une description subjective du genre « Jordan était hyper agressif et insolent, il cherchait clairement le conflit », à une description factuelle comportementale. Jordan a élevé la voix, a refusé de s'asseoir quand on lui a demandé, a dit « vous me faites chier » et a jeté son assiette par terre avant de quitter la pièce en claquant la porte. La seconde version, elle décrit des faits observables. Ça permet une analyse beaucoup plus objective après coup et ça n'enferme pas le jeune dans une étiquette. On décrit un comportement, il a eu un comportement violent. On ne définit pas la personne, il est violent. La nuance est fondamentale pour la suite de l'accompagnement. Oui, c'est subtil, mais essentiel. Rester factuel après une crise intense, ça demande une sacrée discipline, j'imagine. Oh oui. Et après cette documentation individuelle, il y a l'étape collective, le débriefing en équipe. Essentiel. Analyser la situation à froid, comme on dit, idéalement dans les 24 à 48 heures. Ça permet de croiser les regards, de mutualiser les observations et surtout d'apprendre collectivement. Les questions clés à se poser en équipe, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement en se basant sur les faits documentés? Quels signaux faibles on a repérés ou pas repérés justement? Comment on a réagi individuellement et collectivement? Est-ce que les protocoles prévus ont été suivis? Est-ce qu'ils ont été efficaces? Et surtout, qu'est-ce que cet épisode nous apprend sur les besoins spécifiques de ce jeune-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment la prochaine fois? C'est un outil hyper puissant de formation continue et d'ajustement des pratiques.
Et bien sûr, il faut aussi revenir avec le jeune lui-même. Quand et comment? Alors, le timing est délicat. Il faut attendre que le jeune soit vraiment redescendu en pression, qu'il soit apaisé et réceptif, mais il ne faut pas laisser passer trop de temps non plus pour que les souvenirs soient encore assez frais. Souvent, on parle d'un délai de 24 à 72 heures après la crise. Et la manière de faire? Toi hier, comment tu te sens maintenant? Puis, explorer ensemble avec une vraie curiosité et sans accusation, qu'est-ce qui a pu déclencher la montée de tension? Qu'est-ce qu'il a ressenti à ce moment-là? Qu'est-ce qui l'a aidé? Ou au contraire, qu'est-ce qui a empiré les choses? L'objectif, ce n'est pas de le faire culpabiliser, c'est de l'aider à mieux comprendre ses propres mécanismes et, si possible, de co-construire avec lui des stratégies alternatives pour la prochaine fois qu'il sentira la pression monter. Trouver ses propres signaux faibles à lui, en quelque sorte. Alors, si on essaie de prendre un peu d'auteur, qu'est-ce que tout cela signifie, au bout du compte? Si on adopte cette approche, la crise, elle change complètement de statut. Ce n'est plus juste ce moment redouté, pénible, destructeur. C'est exactement ça. Elle devient, potentiellement en tout cas, un levier d'apprentissage et de transformation. Pour le jeune, d'abord, c'est l'occasion d'apprendre à identifier ses émotions, à trouver des moyens peut-être plus adaptés, de les exprimer ou de les contenir, d'expérimenter aussi qu'un conflit, ça peut être dépassé, que la relation avec l'adulte, elle peut survivre à la tempête, et même qu'il est possible de réparer, symboliquement ou concrètement, ce qui a pu être abîmé pendant la crise. C'est un chemin qui est souvent long, semé d'embûches bien sûr, mais c'est un chemin de résilience, de reconstruction. Donc si on devait synthétiser les messages vraiment clés de cette exploration, de cette approche proposée par le guide, il y a d'abord ce changement de regard radical, voir la crise comme un message, une opportunité. Oui, le décodage. Ensuite, l'importance cruciale de l'observation, des signaux avant-coureurs et de l'intervention précoce, souvent indirecte, pour essayer de désamorcer. L'anticipation. Puis, la boîte à outils de la désescalade pendant la crise T. Notre propre calme comme outil numéro 1, une posture physique qui rassure, un langage simple, court, qui valide l'émotion. La co-régulation, le contenant. L'ancrage aussi, fondamental, dans une relation de confiance et la cohérence de l'équipe comme filet de sécurité pour tout le monde. Le cadre sécurisant. Et enfin, cette conviction que l'après-crise, c'est un temps précieux. Un temps d'analyse et d'apprentissage partagé, autant pour le jeune que pour les professionnels qui l'accompagnent. La transformation de l'épreuve en expérience, c'est ça? Et ce qui est fascinant ici, et qui, à mon sens, dépasse largement le cadre très spécifique de la protection de l'enfance, c'est à quel point ces principes ont une portée universelle. C'est-à-dire? Écouter au-delà des mots, ou même des comportements bruyants. S'efforcer de garder son calme quand l'autre est submergé par l'émotion. Privilégier la compréhension plutôt que la réaction immédiate, le jugement. Chercher activement à réparer le lien après un conflit. Tout ça, ça résonne bien au-delà des murs d'un foyer, non? Ah oui, c'est sûr. Et ça soulève une question, je trouve, assez importante. Comment est-ce que ces stratégies, qui ont été affinées dans des contextes de très grande vulnérabilité, comment pourraient-elles nous inspirer au quotidien, dans nos relations personnelles, familiales, professionnelles? Chaque fois que le stress, l'émotion, la fatigue menacent de faire dérailler la communication, n'y a-t-il pas là des clés précieuses pour mieux naviguer nos propres zones de turbulence relationnelle? Une piste à explorer peut-être?